Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Vlanx et bienvenue sur le podcast. Salut Shayman. Alors, aujourd'hui, on va parler des métavers. Si vous voulez voir le détail des questions avec les minutages qui leur correspondent, vous pouvez retrouver tout ça en description. Et du coup, première petite question pour rentrer dans le vif du sujet. Qui es-tu ? Je te laisse un peu te présenter. Je suis quelqu'un d'assez ordinaire. J'ai fait des études scientifiques, on va dire, puis un doctorat en informatique et un post-doctorat en informatique, et puis là je suis toujours dans la recherche en informatique. Voilà. Donc ça c'est dans le métier qui me permet de payer mon loyer, et puis le soir je fais des petites capsules audio sur YouTube sur des sujets divers. Alors à la base ma chaîne YouTube c'était surtout sur le transhumanisme, parce qu'à l'époque j'étais dans l'association française transhumaniste, puis là j'ai un peu diversifié les sujets depuis là. Ouais. Sur ce sujet des métavers, etc., est-ce que, pour poser un peu les bases, tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'est un métavers ? Alors je ne prétends pas être extrêmement qualifié pour ça, mais même si je le suis peut-être un tout petit peu plus que la plupart des journalistes qui en parlent, mais en gros si on en parle beaucoup en ce moment, c'est suite à l'annonce de Facebook de se renommer Meta et de lancer son projet Metaverse. Mais en fait, comment dire ? En fait, c'est un petit peu confus ce qu'on voit dans la presse, parce que ils disent par exemple que, je ne sais pas, peut-être Rihanna a fait un concert dans le Metaverse, alors qu'en fait il y a plusieurs projets de Metaverse qui existent actuellement. En gros, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un côté buzzword peut-être un peu exagéré, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu un remake de Second Life. Donc en gros, depuis au moins 20 ans, il y a des jeux vidéo en réseau de type World of Warcraft, puis plus récemment Final Fantasy XIV. Puis il y a des gens qui ont dit si on faisait ça en enlevant l'aspect jeu vidéo et en essayant de dire que ce serait plus de la vie ordinaire, donc simplement un espèce de réseau social avec des avatars en 3D qui peuvent se balader dans des univers virtuels. Et Du coup, finalement, la différence entre un métavers et un jeu vidéo, c'est que dans un métavers, il n'y a pas ce truc de gamification, quoi. Il y a pas. C'est quoi la différence en gros entre un métavers et un jeu vidéo ? C'est un petit peu particulier parce que le mot métavers n'est utilisé que depuis très récemment. Donc là, je peux juste m'appuyer soit sur Second Life, dont ça semble extrêmement inspiré, soit sur les 2 ou 3 projets de métavers qui existent actuellement, mais qui sont vraiment pas très développés. Mais apparemment, oui, c'est. L'idée ce serait d'avoir un personnage virtuel qu'on peut balader dans un univers virtuel, on peut interagir avec des gens, on peut faire des transactions. Alors oui, si on peut dire qu'on a enlevé l'aspect gamification, mais il y a d'autres formes de gamification, comme par exemple il y a énormément de commerce qui se fait. Par exemple alors je vais partir direct sur un exemple un peu trash, mais apparemment il y a de la prostitution sur Second Life, mais de la prostitution 100% virtuelle, donc je sais pas trop en quoi ça consiste, mais il y a des gens qui gagnent leur vie comme ça. Voilà. Donc on entend beaucoup parler des métavers en ce moment suite à l'annonce de Facebook, mais tu disais qu'il existe déjà un peu des métavers. Du coup, les métavers qui existent, c'est un peu quoi et qu'est-ce qu'on peut y faire quelque part ? Alors il y en a un dont les médias parlent souvent en le confondant avec Facebook, c'est Decentraland. En gros c'est une sorte de Second Life avec très basé sur tout ce qui est crypto-monnaie, NFT. Donc en gros il y a souvent des articles sur des gens qui ont acheté des parcelles de terrain virtuels à plusieurs millions de dollars. Donc là, ça c'est a priori c'est dans Decentraland. Mais ça me semble pas très engageant comme univers, parce que j'ai l'impression que les graphismes n'ont pas évolué depuis 2010. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, il y a des marques comme H&M qui ont ouvert des magasins virtuels dans cet univers, par exemple. Voilà. Ok, ouais. Et du coup, peut-être aussi, beaucoup de gens, quand ils pensent, je pense, à métavers, ils vont s'imaginer avec un casque de réalité virtuelle. Mais là, en l'occurrence, avec, par exemple, Second Life ou comme ça, il me semble qu'il n'y avait pas forcément besoin de casque de réalité virtuelle. Ça peut, comment on accède au métaverse, par quels outils techniques on peut l'utiliser ? Après, on peut jouer à ça comme un jeu vidéo classique derrière son écran, mais on peut facilement imaginer coupler ça avec un casque de réalité virtuelle. Ouais. Mais c'est pas obligatoire d'avoir un casque de réalité virtuelle pour que ça soit un métavers, du coup.
Alors, le problème, c'est que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas une autorité centrale qui décide ce que veut dire un métavers, où est-ce que la définition commence, où est-ce qu'elle s'arrête, mais je dirais a priori non. Justement, pour faire me mettre un petit peu au niveau, là, j'écoutais tout à l'heure un podcast de... Alors en fait, oui, donc il y a des associations transhumanistes un peu de partout dans le monde, et puis la plus grosse, c'est Humanity Plus, donc c'est surtout des Américains. Ils avaient fait un podcast sur le métavers. Et il y avait notamment un type que j'avais rencontré 2-3 fois, là, Philipp von Nederveld, qui en gros c'est un peu un pionnier des métavers. Par exemple, il avait organisé des conférences virtuelles longtemps avant que ce soit cool, même avant Second Life. Et là, clairement, c'était pas avec des casques de réalité virtuelle. Donc je pense qu'on peut utiliser le mot métavers au sens plus large. D'accord, ouais. Et du coup, si on parle du présent et encore peut-être plus du futur, ça sera quoi l'utilité du métavers ou des métavers pour les gens? C'est quoi l'intérêt que n'importe qui, quelqu'un de lambda, pourrait trouver dans un métavers? Alors c'est une très bonne question parce que du coup je vais rapidement être assez critique de tout ça, mais si par exemple on voit les récentes vidéos de Facebook de présentation de métavers, l'une des idées principales ce serait plutôt que de faire du télétravail comme on a tous fait pendant le Covid avec des meetings sur Zoom, on met son casque de réalité virtuelle et on est dans un environnement de travail virtuel comme un bureau, et on peut rencontrer ses collègues qui pourront avoir soit un avatar qui leur ressemble, soit un avatar rigolo de robot géant ou je ne sais pas quoi. Voilà. Donc ça apparemment c'est l'une des idées d'application centrale. Donc c'est en gros Facebook a dit par exemple qu'il voulait permettre la création d'entreprises métavers. Donc si j'ai bien compris, ce seraient des entreprises qui auraient cette espèce d'espace de travail virtuel avec un casque de VR. Mais je vois quand même pas mal de limitations, au moins à court terme, parce que déjà, un gros problème des casques de réalité virtuelle pour l'instant, c'est que ça file un peu la nausée au bout d'1 heure d'utilisation. Donc à moins de résoudre ce problème, ça va être un petit peu compliqué de faire 8 heures de travail par jour avec un casque de réalité virtuelle. Et puis aussi, alors là je vais être un peu critique, mais à la base des casques de réalité virtuelle c'était surtout pour le jeu vidéo, donc l'idée c'était un peu de pouvoir s'évader, je ne sais pas, d'aller dans des univers un peu extraordinaires avec des dragons, des pouvoirs magiques. Et là on utilise tout ça pour recréer un environnement de travail super déprimant dans un bureau. Ouais. Donc ça ne me fait pas forcément sauter de joie comme genre d'application. Mmh. Et justement, tu disais avec les casques de réalité virtuelle qui peuvent parfois être pas si fous que ça finalement, est-ce que tu penses à d'autres peut-être barrières technologiques qui restent aussi avant d'arriver à, entre guillemets, un vrai métaverse où on ressent vraiment ce qui se passe, où on a vraiment l'impression d'être dans ce monde virtuel? Et puis, est-ce que, dans combien de temps tu estimes que ça sera possible d'avoir ce genre de choses? Alors je sais pas si je suis très qualifié pour faire des prédictions, mais alors déjà sur les casques de réalité virtuelle, les problèmes dont on a parlé, je pense qu'on va y avoir des progrès sur ce plan, surtout s'il y a un gros investissement là-dedans. Alors donc, là du coup on a déjà le sens de la vue. Après il faudrait se demander, on a la vue et l'ouïe. Bon, il manque par exemple pour y avoir le toucher, comme dans je sais pas si tu as vu le film Ready Player One, où il y a une espèce de combinaison qui recrée des sensations tactiles. Il y a aussi récemment un des candidats à la présidentielle en France, Jean-Luc Mélenchon, apparemment a fait un meeting en odorama. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais apparemment ça implique des odeurs. Donc on pourrait imaginer que de la même manière qu'on a des imprimantes qui avec des cartouches de couleurs peuvent imprimer n'importe quelle image, on pourrait imaginer avoir des cartouches d'odeurs qui pourraient reproduire la plupart des odeurs. Mais je ne suis pas très fan des odeurs, je dois avouer. Ok, et ça c'est des choses qui pourraient arriver dans de l'assez court terme ou bien pas tellement finalement? Voilà, les améliorations. Je pense que d'ici 10 ans, les casques de réalité virtuelle auront énormément progressé, parce que c'est surtout s'il y a un gros marché pour ça. Après, le problème, c'est que, comment dire, ce qui fait le succès des réseaux sociaux, c'est que c'est très facile de juste choper son smartphone et de scroller sur Facebook ou Twitter,
Alors que là, le simple fait de ne serait-ce que mettre un casque de réalité virtuelle, bah, ça te demande déjà de vouloir le faire, quoi. C'est comme décider d'aller à la salle de sport. Enfin, il faut rien que le fait de mettre ça, ça demande. Il y a une petite barrière cognitive. Et si en plus il faut enfiler une combinaison, une espèce de combinaison de plongeur qui reproduit des sensations tactiles, bah là ça va demander d'être encore plus proactif pour le faire. Et du coup, bah, ça va faire qu'on ne va pas forcément le faire systématiquement, je pense. Mais apparemment, justement, l'idée de Facebook, c'était comment dire, c'était pas que des gens passent toute la journée dans ce métavers, mais plutôt que, comment dire, ça puisse remplacer, on va dire, des meetings, je sais pas, par exemple, des meetings d'entreprise dans une salle de réunion, ou bien des rencontres au bar, ce qui n'est pas forcément une chose positive, mais bon. Ouais. En gros, l'idée c'est que ce serait pas forcément en concurrence avec le fait de scroller sur Facebook comme le font la plupart des gens. Donc ce serait en plus et à côté. Ah ok. Et du coup, justement par rapport à ça, est-ce que tu penses, toi personnellement, que dans le futur, c'est vraiment quelque chose qui va prendre, qu'on va commencer à prendre de plus en plus de temps, passer de plus en plus de temps dans le métaverse, que justement ça pourrait même remplacer Internet, etc., comme pourraient le dire certains, ou bien finalement on en fait un peu beaucoup par effet d'annonce? Je pense qu'on en fait énormément beaucoup par effet d'annonce. Là, on en est même au stade où c'est Mark Zuckerberg a décidé que la prochaine révolution, ce sera le métaverse. Et même si ça te plaît pas, il va te mettre un entonnoir dans la gorge, il va te forcer ça. Mais comment dire? Mais voilà, en gros, la question c'est de savoir est-ce que c'est le smartphone ou est-ce que c'est la smartwatch. En gros, le smartphone, ça a tellement pris que tout le monde en a un dans le monde aujourd'hui, et la smartwatch, ça a pas du tout pris. Donc bah pour l'instant, je ne mettrai pas une grosse certitude sur l'un ou sur l'autre, quoi. Ok. Et si on prend sur du un peu plus long terme, genre, je sais pas, une centaine d'années, ça reste quelque chose de probable, qu'on arrive à créer finalement des univers tellement fous que la réalité devienne presque ennuyeuse à côté. Et que du coup, certaines personnes se disent à quoi vivre dans le monde réel presque. Bah ça existe déjà, ça s'appelle les MMORPG. Donc typiquement, j'ai plusieurs amis qui passent beaucoup d'heures par jour sur Final Fantasy XIV. Donc en gros, ils vont faire leur boulot pour gagner de l'argent, puis dès qu'ils ont un moment, ils vont sur Final Fantasy XIV. Et là pour le coup, c'est un univers virtuel orienté jeu vidéo avec. Alors moi je ne joue pas du tout au MMORPG, donc je connais ça que très superficiellement, mais il y a vraiment un côté social, effectivement. Il y a les fameux raids où il y a plusieurs joueurs qui vont se retrouver entre eux pour essayer de tuer un gros monstre. Voilà. Il y a tout le côté qu'il faut passer des heures à augmenter les caractéristiques de son personnage ou à farmer des objets. Il y a une espèce de mini-économie qui peut se créer à l'intérieur du jeu aussi. Ouais. Donc d'une certaine manière, oui, il y a déjà des... Enfin, comment dire, par exemple le film Ready Player One. En fait, j'avais commencé à le voir en prévision de l'interview parce que je l'avais pas vu et que beaucoup de gens en parlaient. Mais donc j'ai vu qu'un tiers du film. Mais on y est déjà en version low-tech, quoi. Ouais. Donc finalement, avec les améliorations justement de ces métaverses, etc., ça pourrait être comme des jeux vidéo améliorés à quelque part, avec encore plus de sensations, plus de trucs délirants, des mondes encore plus ouverts, et puis ça risque d'être comme maintenant avec des gens qui s'enfoncent un peu là-dedans, enfin qui vivent presque pour une vie alternative, mais en beaucoup plus, quoi. Oui. Le truc c'est que d'un côté clairement tous ces jeux, ces MMORPG, ça me semble très probable qu'ils vont évoluer vers la réalité virtuelle et avec ces casques de réalité virtuelle pour être encore plus immersifs. Mais le principe restera fondamentalement le même. Mais l'idée de tout ce qu'on discute sur les métaverses en ce moment, ce serait plutôt d'appliquer ça en dehors des jeux vidéo, quoi. Donc pas uniquement dans un univers virtuel qui soit basé sur un jeu, sur une aventure, mais dans des contextes plus professionnels déjà, par exemple, on en a parlé, et puis aussi pour des contextes, je sais pas, plutôt sociaux, comme c'est le cas sur Second Life. Mmh. Et justement, par exemple, avec ces rencontres virtuelles, etc., d'un point de vue pro et tout,
tu penses que ça va arriver assez rapidement que des gens vraiment vont discuter dans le métaverse, etc., au lieu de faire une réunion sur Zoom, ou bien, est-ce que vraiment ça va arriver assez rapidement ou pas, quoi? Alors il y aurait quand même des problèmes à résoudre parce que dans la petite démo de Facebook, on voit des gens avec des avatars virtuels qui discutent dans une salle, c'est très bien, mais du coup on sait pas trop comment est-ce que le programme reproduit leurs expressions faciales. Est-ce qu'il y a une caméra qui les filme et qui essaie de reproduire ça sur leur modèle 3D? Bon, on sait pas trop. Donc, déjà, a priori, ce serait pas juste suffisant de mettre le casque. Il faudrait mettre d'une certaine manière des capteurs. Ça peut être une simple webcam, hein, mais il faut si on veut pouvoir que notre personnage virtuel puisse bouger comme nous on bouge, il va falloir un peu plus qu'un simple casque de réalité virtuelle. Mais par exemple, typiquement, moi, pendant le Covid, pour des raisons personnelles que je vais pas détailler, je me suis retrouvé très isolé pendant plusieurs mois. Et du coup, même si c'est pas un truc que je ferais fréquemment, je pense, dans ce contexte d'extrême isolement, je pense que si j'avais la possibilité de faire des réunions Zoom en mode métavers avec un peu plus d'immersion, j'aurais pas dit non, quoi. Ouais, et finalement, avec ce truc que cet univers virtuel pourrait devenir encore mieux que notre univers à nous, plus réel, eh bien, il y en a qui pensent justement j'avais vu ça, et je me demandais ce que t'en pensais, par rapport que ça pourrait être une potentielle solution au paradoxe de Fermi, en fait, que les civilisations avancées, elles auraient aucun intérêt à découvrir l'espace, à découvrir le monde, si elles en ont un bien meilleur qu'elles peuvent découvrir dans leur simulation, et sans aucune limite physique, ou les limites physiques qu'on choisit de mettre, quoi, quelque part. Ouais, d'autant plus que moi je suis assez sceptique de l'espace, même, parce que, comment dire, si on considère que d'une part l'immense majorité des planètes sont des cailloux pelés où il n'y a rien à faire, et que d'autre part il y a cette fichue limite de la vitesse de la lumière si cette limite se confirme, effectivement, nos possibilités dans l'espace sont très limitées, parce que le simple fait de faire un aller-retour vers la planète viable la plus proche, ça prendrait tellement d'années que lorsque la personne reviendrait sur Terre, il y aurait déjà eu 3 révolutions technologiques. Donc, en gros, le temps spatial, on va perdre des années à se déplacer d'un caillou pelé à un autre caillou pelé, alors que pendant ce temps-là, sur Terre, si on ne s'autodétruit pas entre-temps, en tout cas, il y aura plein de révolutions technologiques. Donc, si on voit l'accélération technologique qu'il y a eu pendant les 100 dernières années, et qui n'a pas l'air de ralentir, donc en gros, bien sûr, il y a tous les scénarios de type effondrement, mais si on arrive à dépasser cette période un peu critique, je pense que le temps technologique va être tellement rapide qu'on va se demander au bout d'un moment pourquoi on s'embête à passer des années dans un vaisseau spatial dans le vide, alors que on peut créer sur Terre des univers virtuels beaucoup plus intéressants que tout ce qu'on pourrait trouver dans l'espace. Mmh. Donc finalement, sur du assez moyen long terme, on pourrait très bien explorer des univers virtuels plutôt d'explorer notre propre univers, quoi. Ouais. Après, il y a la fameuse, il y a le fait que la durée de vie du système solaire est quand même limitée. Donc au bout d'un moment, la Terre va devenir invivable à cause de changements au niveau du Soleil. Mais ça, c'est je sais pas, c'est peut-être 1 milliard d'années ou quelque chose comme ça. Donc comment dire. En tout cas, pour les prochains siècles, on n'a pas trop à s'en préoccuper. Mmh. Ouais, puis au pire, on pourra changer une fois de planète et repartir dans nos univers virtuels une fois qu'on a changé de planète, quoi. Et ça, je sens, pour faire une petite parenthèse sur les gens un petit peu comme Elon Musk qui disent il faut aller sur Mars pour alors soit pour fuir le changement climatique, soit pour fuir l'intelligence artificielle, mais comment dire, Mars, c'est un univers qui est plus hostile que des zones comme le Sahara ou les océans ou l'Antarctique, que personne ne pense à coloniser aujourd'hui. Donc, je veux dire, avant d'aller sur Mars, on a déjà les déserts, les océans, l'Antarctique. Et ensuite, si vraiment il y a plus d'espace, on pourra songer à aller sur Mars, mais avant, ça ne me semble pas très intéressant. À part pour le fait de dire, regardez, on est allé sur Mars, c'est cool. Mmh. Peut-être plus intéressant d'essayer de rester de garder notre planète habitable pour l'instant, en tout cas. Même une Terre post-réchauffement climatique dans le pire scénario du GIEC, ça resterait plus hospitalier que Mars. Donc bon. Non, c'est clair, il y a encore beaucoup de
de technologies et de techniques à développer avant de réussir à terraformer d'autres planètes et tout ça. Hein. Bah, après, à court terme, il pourrait quand même y avoir de la récupération de ressources dans le système solaire, comme dans la série The Expanse, qui pourrait être intéressante. Mais ouais, si on veut vraiment aller au-delà du système solaire, ça commence à faire des temps de voyage qui sont tellement longs que ça me semble juste pas intéressant. Du moins pour les quelques siècles à venir, mais je laisse ce problème de l'exploration hors du système solaire pour les gens de l'an 3000. Et du coup, pour revenir un peu à ce métaverse, etc., et notamment du coup sur la principale société qui a commencé à faire connaître ça à tout le monde maintenant, qui est Facebook, pour comprendre un petit peu aussi pourquoi est-ce qu'ils ont lancé ce projet de métavers, je pense que c'est assez important de comprendre aussi tous les dramas qui se sont passés autour de Facebook ces derniers temps, et puis notamment en 2021, les Facebook Files. Et est-ce que tu serais d'accord un peu d'expliquer du coup ce que c'est ces Facebook Files et qu'est-ce qui est reproché à Facebook? Bah, je sais pas si tu avais vu la vidéo de Science for All là, sur les Facebook Files qui est sortie récemment. Là. C'est ce qui résume pas mal les problèmes. Bah, alors en gros, d'une certaine manière, c'est pas spécifiquement Facebook, hein, c'est toutes les grosses entreprises du numérique, sauf que Facebook s'est vraiment bien fait prendre la main dans le sac. En gros, il y a une lanceuse d'alerte qui a récemment a fait un petit peu comme Edward Snowden, mais version Facebook. Donc en balançant plein de dossiers. Et en gros, qui montre que il y a plein de situations où Facebook s'est retrouvé entre un dilemme entre un peu plus de profit et des grosses conséquences éthiques négatives, et a choisi un peu plus de profit. Mais bon, c'est la logique des entreprises capitalistes qui veut ça, d'une certaine manière, mais c'est que le dossier est quand même assez accablant. Apparemment, il y a quand même des réunions avec Mark Zuckerberg qui était présent, où on se demandait... quand même, là, dans Facebook, ça fait des espèces d'incitation à la haine raciale dans plein de pays, et notre équipe de recherche a montré que si on changeait un tout petit peu tel ou tel paramètre, ça pourrait beaucoup améliorer les choses. Oui, mais on perdrait un tout petit peu d'engagement et de profit, donc non, on le fait pas. Bon, ouais. Et oui, donc on peut effectivement suspecter que ce changement de nom Meta et tout ce buzz sur le métaverse, ça pourrait en partie avoir pour fonction de faire oublier ce scandale récent. Ouais, c'est justement la question que j'allais te poser. C'est vraiment une vraie envie de changer le monde, et ils croient à fond au métaverse, etc. Ça va vraiment être le futur d'Internet et tout ça. Ou bien justement, est-ce que ça serait pas justement un peu une technique pour cacher tout ça? Ou bien un mélange des deux aussi peut-être? Ouais, ça peut être les deux à la fois. Je pense quand même que les grands PDG de ces genres d'entreprises, genre Elon Musk et compagnie, bon, bien sûr, hein, il faut pas oublier que c'est avant tout des capitalistes qui veulent faire énormément d'argent, mais ils ont quand même une certaine vision du futur, avec laquelle on peut être d'accord ou non, ça c'est un autre problème, mais par exemple, Elon Musk est un peu obsédé par le fait d'aller sur Mars, pourquoi pas, et ça me semblerait pas... tout à fait possible que Mark Zuckerberg soit malgré tout sincère dans son envie de créer ce fameux métaverse. Et du coup, il y a aussi d'autres entreprises qui se lancent un peu maintenant dans la création de leur propre métaverse. Je crois qu'il y a Microsoft, enfin d'autres comme ça. Je sais pas si toi tu connais peut-être plus de noms que ça. Est-ce que on peut à quelque part leur faire confiance à tous ces géants du numérique qui se lancent là-dedans? Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai écouté un podcast de l'association l'association mondiale transhumaniste Humanity Plus sur ça. Alors j'étais un peu curieux de voir ce qu'ils allaient dire, parce qu'ils sont un petit peu américains libertariens, donc je suis souvent pas d'accord avec eux. Mais là pour le coup, la discussion tournait surtout autour du fait que en gros, si tout ce qu'on fait sur Internet passe par un casque de réalité virtuelle, ça donne vraiment un contrôle total et absolu sur toutes les informations, genre encore pire qu'aujourd'hui. Et au bout d'un moment, si on se méfie un minimum de ces entreprises, c'est quand même pas terrible. Et ce serait bien d'avoir si on veut aller vers ces métaverses, d'avoir des équivalents un petit peu open source, vraiment décentralisés pour le coup. Ouais, parce que finalement, ça fait assez flipper quand même que des grands géants du numérique comme ça
Enfin, j'imagine que si on commence à passer plus de temps dans le métaverse, etc., ils auront des informations. Déjà aujourd'hui, ils ont énormément d'informations sur nous, mais là, ça augmenterait la quantité par je sais pas combien, quoi. En fait, une autre motivation, c'est que justement, ce qui ressort des Facebook Files, c'est que depuis quelques années, Facebook est en train de perdre des utilisateurs. Bon, il y a beaucoup de jeunes qui trouvent que Facebook c'est un réseau un petit peu ringard. Bon, on pourrait dire en être méchant que ça c'est un réseau pour boomers anti-vax, mais donc les jeunes vont plutôt sur TikTok et compagnie. Et en gros, ils ont un gros problème de perte d'engagement. Ce qui d'ailleurs les a poussés à faire ce fameux changement d'algorithme en 2018 qui était censé rendre Facebook plus sympathique, mais en fait l'a rendu bien pire et a augmenté énormément les messages de haine raciale dans plein de pays. Et donc voilà, ils sont en ce moment en situation de crise permanente sur oh là là, on perd des utilisateurs, ça veut pas du tout. Et du coup, le métavers, ça peut aussi être une tentative parmi d'autres de relancer la machine en disant voilà, on va faire un nouveau paradigme et là peut-être on va réussir à attirer des gens à nouveau. Mmh. Parce que du coup, c'est quoi un petit peu les différents moyens qu'ils vont mettre en place pour gagner de l'argent avec ça, que ce soit Facebook ou d'autres? Alors c'est une très bonne question parce que ouais, pour l'instant c'est surtout ils gagnent de l'engagement, de l'argent avec de l'engagement et donc indirectement de la publicité. Alors là il n'y a pas encore eu d'annonce donc je sais pas, peut-être que le service de oui, par exemple typiquement s'il y a ces fameuses entreprises métaverses qui se créent, imaginons, hein, je sais pas à quel point c'est crédible mais imaginons, elles pourraient payer une sorte de forfait à Facebook pour avoir accès à leur service de métaverse. Et du coup, l'idée ça serait d'avoir un seul métaverse qui va gagner de toute cette compétition qu'il y a entre les différentes sociétés technologiques aujourd'hui, ou bien on pourrait imaginer un futur justement avec plein de métavers différents. Il y en a déjà plusieurs, donc c'est mal parti pour en avoir un seul. Mais après, oui, il y en a un qui pourrait tout à fait devenir un peu dominant, de la même manière que Facebook est un peu dominant parmi les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais justement, la discussion dont je parlais tout à l'heure, ça se tournait autour aussi de l'interopérabilité entre différents métaverses, même si c'est un concept qui est critiquable parce que, comment dire, on en parle déjà aujourd'hui avec les réseaux sociaux et on n'arrive déjà pas à le faire avec les réseaux sociaux, donc si en plus on ajoute de la complexité, bon... Ouais, parce que finalement, si on travaille, par exemple, dans le métavers de Facebook et qu'après un ami est dans le métavers de Microsoft, ça va être compliqué je sais pas, de lui payer des choses dans l'autre métavers ou que ça se connecte ensemble, quoi. Il faudrait que ces univers soient quand même connectés entre eux d'une certaine manière, quoi. Ouais. Du coup, il y a des gens qui veulent faire ça avec les fameux NFT et compagnie, toutes les histoires de blockchain. En gros, qu'il y aurait une blockchain dont les items pourraient s'utiliser soit dans le métaverse Facebook, soit dans le métaverse Microsoft. Ouais. Bon, pourquoi pas. Mmh. Et du coup, en parlant de crypto-monnaies, d'NFT et tout ça, est-ce que tu pourrais vite expliquer ce que c'est une crypto-monnaie, ce que c'est un NFT, et puis aussi quel est leur rôle en fait dans le métavers, dans les métavers? Alors, comment dire, j'ai déjà essayé d'expliquer ce que c'est rapidement. Comment dire, en fait là, c'est pas juste des monnaies virtuelles parce que à la limite on pourrait dire qu'un paiement par internet où on rentre son numéro de carte bleue, c'est un paiement virtuel vu qu'il n'y a pas de transfert, on n'utilise pas d'argent physique. Et là la différence avec tout ce qui est Bitcoin et compagnie, c'est que c'est vraiment décentralisé, du coup ça ne dépend un paiement bancaire classique, on va passer par le site web de notre banque, donc, auquel on fait confiance parce qu'il est quand même suffisamment sécurisé, mais ça reste centralisé. Et donc, on ne sait pas vraiment qui a créé Bitcoin, mais a priori, c'était quelqu'un qui était quand même assez empreint de philosophie un peu libertarienne. En fait, ça faisait suite à la crise de 2008 où les gens faisaient plus confiance aux banques. Et du coup, l'idée, c'était d'avoir un truc qui permet de s'affranchir complètement des banques. Donc, la solution, malheureusement, la solution technologique qui a été trouvée est extrêmement gourmande en énergie. Mais ça, c'est un autre problème. Et donc l'idée, il y a cette monnaie décentralisée, et puis à un moment, des gens se sont dit, en fait, on s'échange des espèces de dollars décentralisés qu'on appelle des bitcoins, mais
plutôt que de s'échanger ces espèces de pièces de monnaie qui sont interchangeables entre elles, est-ce qu'on pourrait pas s'échanger des trucs qui sont uniques, donc par exemple des images ou des films ou enfin n'importe quoi. Et donc en gros du coup l'idée c'est au lieu de mettre dans cette blockchain uniquement des transactions d'un compte vers un autre, on peut dire un tel possède telle image, je la vends pour tant de bitcoin à telle autre personne et maintenant l'autre personne la possède. Même si on pourrait contester ce que ça veut vraiment dire de posséder quelque chose, parce que ça devient quand même extrêmement abstrait à ce stade. En gros, ça va simplement consister, si on parle d'un NFT image, en fait l'image elle-même ne veut pas être sur la blockchain, parce que comme il faut répliquer la blockchain sur plein d'ordinateurs, on peut pas se permettre de stocker des gros fichiers. Du coup, ça va juste être un lien vers un site qui héberge l'image. Bon, parfois, c'est juste un lien vers Google Drive, ce qui craint un peu parce que niveau décentralisation, ça ruine un peu le concept, quoi. Mais ouais. En gros, il y a déjà eu des NFT qui se sont vendus à plusieurs millions et qui à présent contiennent juste un lien mort. C'est un peu dommage. Et voilà. Donc ça sera un problème qui pourrait être résolu. Mais après, ce problème pourrait être résolu en mettant ce qu'on appelle un hash de l'image dans la blockchain, c'est-à-dire en gros un espèce de code qui ne peut être généré que à partir de l'image. Donc à la limite, si le site qui héberge l'image tombe en panne, on pourra toujours en remettre un autre et prouver que ça correspond effectivement toujours à la même image. Bon. Mmh. Et du coup, quel est le rôle de ces crypto-monnaies et de ces NFT dans les métavers ? Alors, comment dire, de base, c'est pas du tout obligatoire que ça ait un rôle, c'est juste que comme, en gros, ce sont les deux choses qui buzzent en même temps, les gens essayent de les faire buzzer en même temps, et qu'il y a notamment ce métavers Decentraland qui est déjà de base basé sur les NFT. Mais en gros, l'idée c'est que, prenons un jeu vidéo virtuel genre Final Fantasy XIV, dans lequel alors je sais pas si on peut faire des transactions dedans, mais imaginons qu'on peut acheter un casque, un casque pour une épée pour son personnage, voilà. Mais le problème c'est que cette épée elle pourrait être utilisable que dans Final Fantasy XIV. Alors bien sûr, on pourrait imaginer qu'il y aura un autre MMORPG qui va dire bonjour les serveurs de Final Fantasy XIV, s'il vous plaît, prêtez-nous votre base de données pour qu'on puisse la reproduire chez nous et qu'on puisse transférer les épées de Final Fantasy XIV vers, je sais pas, je vais dire World of Warcraft, mais c'est un peu une référence de vieux, là, donc je sais pas si ça existe encore, enfin vers un autre MMORPG. Donc ce serait quand même un peu bizarre parce que du coup il y aurait quand même, ce serait interopérable mais en dépendant d'une structure centralisée. Et donc là l'idée c'est que si cette épée, le fait qu'on possède cette épée dans Final Fantasy XIV est écrit quelque part dans une blockchain dans laquelle les gens ont une grande confiance, ça fait davantage de sens a priori de la répliquer dans d'autres jeux. Ok. Ouais. Donc finalement, ça serait simplement d'avoir des sortes de monnaies d'échange comme on peut déjà les avoir aujourd'hui dans certains jeux vidéo comme ça, mais que ces monnaies d'échange soient en plus décentralisées vu que c'est un peu à la mode et puis voilà quoi. Ouais, voilà. Pour le coup, c'est... Comment dire ? Enfin, en fait, là j'ai donné l'exemple du jeu vidéo parce que c'est l'un des rares cas d'application qui me semble assez plausible. Mais c'est vrai que les gens disent souvent que les NFT c'est une solution pour un problème qui n'existe pas encore. Et je suis assez d'accord avec cette phrase parce que je comprends les gens qui trouvent ça cool d'un point de vue technique. Enfin, si on essaye de comprendre comment fonctionne Bitcoin, comment fonctionnent toutes ces technologies de blockchain, c'est vrai que c'est intellectuellement très intéressant. Mais par contre, je vois pas encore vraiment de cas d'utilisation qui soient vraiment pertinents. En gros, quand on parle des NFT, le cas d'utilisation qui vient le plus souvent à l'esprit, c'est les fameux singes moches. Je sais pas si tout le monde voit de quoi je parle. C'est quand en gros, il y a des gens alors, il y a quelqu'un de très habile qui a lancé une collection d'images de singes générées algorithmiquement. Je crois qu'il y en a 10 000 et qu'on peut acheter sur la blockchain Ethereum et qui se vendent aujourd'hui à plus de 200 000 $ l'unité. Donc c'est vraiment niveau bulle spéculative, là, on est très très haut. Et du coup, en gros, c'est simplement, il sera, si on paye pour la modique somme de 200 000 $,
il sera écrit dans la blockchain Ethereum, qui est l'une des plus grosses blockchains existant aujourd'hui, que vous possédez le singe numéro 6344 de la collection de singes. Et bien sûr, il y a plein de collections avec des autres animaux. En gros pratiquement on peut penser à n'importe quel animal, il existe une collection de NFT basée sur cet animal. Je voulais faire une blague sur Twitter, je vais lancer les pandemic pangolins, donc les pangolins pandémiques. Chaque pangolin aura un nouveau virus. Mais en fait, il y a déjà une série de NFT de pangolins. Vu que des gens arrivent à vendre des images de singes qui sont... En fait, elles sont même pas dessinées chacune à la main. C'est en gros quelqu'un... Par exemple, je sais pas comment t'as fabriqué ton avatar que tu utilises sur YouTube, mais ça ressemble un peu à Picrew, hein. En gros, dans les MMORPG, on peut créer son personnage en changeant la couleur des cheveux, en changeant la taille, en mettant des lunettes ou pas. Et il y a des applications qui permettent de faire ça pour se créer un avatar pour Twitter, Facebook, selon un peu le même concept. Mais en gros, en fait, ils ont même pas dessiné 10 000 singes, ils ont simplement fait un espèce de créateur d'avatar ou de créateur de personnages de jeux vidéo avec des singes, avec des graphismes extrêmement limités en plus. Et puis ils ont fait tourner ça pour en générer 10 000 aléatoirement, et puis voilà, et ça se vend à 200 000 euros l'unité. Donc sachant cela, c'est pas étonnant que pour que n'importe quel animal existant, il y a forcément quelqu'un qui va se dire ouais, j'ai essayé de lancer ma collection d'ornithorynques NFT parce que ça, il y a une petite chance que je fasse fortune. Mais du coup, aujourd'hui, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est une immense bulle spéculative qui a pas tellement d'intérêt. Mais justement, dans le futur, avec ces métavers, etc., est-ce que tu penses que les NFT pourraient trouver quand même un intérêt de par les NFT et la blockchain de manière générale, avec les crypto-monnaies et toutes les applications, ça pourrait trouver quand même une utilité à travers ça ou d'autres choses? Ou à quelque part, en fait, moi j'ai l'impression que c'est un peu comme la bulle Internet, quoi. Quand Internet vraiment s'est lancé, etc., le nombre d'applications qui servaient absolument à rien, puis qui étaient juste spéculatives, etc., il y en avait beaucoup. Et finalement, tout ça a un peu explosé pour nous donner derrière des trucs assez utiles qu'on utilise aujourd'hui. Est-ce que tu penses, du coup, que ça sera plus ou moins la même chose avec les NFT, les crypto-monnaies, etc., ou bien même pas, ça va même pas créer de révolution par après, quoi? Il me semble assez probable que la bulle va exploser à un moment, même si c'est pas absolument certain. On pourrait imaginer que les fameuses images de singes valent toujours 200 000 $, dans 50 ans, parce que ce sera l'une des premières collections. Mais comment dire, ouais, pour terminer ce que je voulais dire, donc ça c'est la fameuse, quand on pense NFT, on pense singe moche aujourd'hui, mais comme le font remarquer plein de gens, oui, ok, il y a cette histoire de singe moche, c'est un peu ridicule, mais il y a plein d'autres applications très intéressantes. Mais j'avoue que je ne suis pas super convaincu. Par exemple, j'avais regardé une vidéo de la chaîne YouTube Asher, avec un H, je sais pas si tu connais. En gros, c'est une chaîne de crypto qui est assez bien documentée, enfin le type maîtrise bien son sujet. Mais du coup, il avait fait une vidéo sur les NFT pour expliquer les autres applications possibles. Mais en gros, il n'y en a aucune qui me convainc vraiment, quoi. Parce qu'en gros, je vais faire un espèce de filtre. J'ai l'impression que toutes ces applications, soit ça repose fondamentalement sur de la frime, donc sur le fait de dire je possède un truc rare, donc je possède un singe à 200 000 $, ou bien je possède une Rolex. D'ailleurs, ils ont déjà lancé une collection NFT de montres, de montres suisses, donc la boucle est bouclée. Voilà. Ça, c'est vraiment de la pure consommation ostentatoire, et que je n'approuve pas vraiment, mais on va dire c'est mon côté gauchiste. Mais donc d'un côté, on pourrait éliminer toutes ces applications-là, et puis d'un autre côté, il y a toutes les applications qui n'ont pas vraiment besoin d'être décentralisées. Par exemple, dans des applications que mentionnait Asher, il disait que je crois qu'il y avait une histoire de film où ils avaient vendu des NFT basés sur les personnages du film, et je sais pas, les 100 premiers acheteurs gagneront un espèce de ticket de tickets sur la blockchain, du coup, qui leur permettront de rencontrer l'équipe de tournage du film pendant une journée ou quelque chose comme ça.
Mais je veux dire, des tickets, ça existait bien avant les NFT. Enfin, je veux dire, quand les gens achètent un billet d'avion en première classe qui peut coûter jusqu'à, je sais pas, 5 000 euros, donc c'est comme des grosses sommes, bah, ils se disent pas, oh là là, mon Dieu, c'est un site centralisé de vente de billets, je ne peux pas lui faire confiance parce que c'est centralisé. Bah non, ils achètent leur billet de première classe sur leur site de vente de billets d'avion, et puis ça marche très bien, quoi. Donc pour le coup, il n'y a vraiment pas besoin de décentraliser ça. Donc du coup, si on élimine à la fois tout ce qui est de la frime et tout ce qui n'a pas besoin d'être décentralisé, mais on le fait en décentralisé parce que c'est plus cool, bah en fait, moi actuellement, je vois pas d'application des NFT qui passeraient ce crible-là. Et vu que moi je trouve que la frime, je n'approuve pas la frime à base de consommation ostentatoire, et je n'approuve pas non plus vraiment le fait de faire des trucs décentralisés qui n'ont pas besoin d'être décentralisés, bah, pour l'instant en tout cas, je ne vois pas d'application qui me semble vraiment pertinente. Alors après, bien sûr, je pense que si on cherchait suffisamment longtemps, on finirait par trouver des applications pertinentes. C'est juste que pour le moment, j'en vois pas. Et puis justement, dans les NFT qui sont utilisés un peu dans les métavers pour acheter, je sais pas, des souliers spécifiques, ou bien pour acheter une maison dans le métavers et qu'elle t'appartienne vraiment, etc. Ça, qu'est-ce que t'en penses? Bah, disons que à partir du moment où on décide de dépenser 1 million d'euros pour pour acheter un truc dans un univers virtuel, que ce soit une épée pour son personnage, que ce soit un terrain virtuel, bah, à partir du moment où on fait ça, que ce soit justifié ou pas, c'est compréhensible qu'on veuille avoir une certaine confiance dans le truc qu'on a acheté, même ce serait virtuel. Parce que si, par exemple, c'était un univers virtuel centralisé, et que, en gros, je vais payer 1 million de dollars au serveur de Final Fantasy XIV, bah, faut quand même que je leur fasse vachement confiance, quoi. Donc je comprends que effectivement, si on dépense de grosses sommes d'argent, on veut y avoir davantage confiance que la confiance qu'on accorderait à un serveur centralisé qui pourrait disparaître du jour au lendemain, et que effectivement on peut avoir davantage confiance dans des blockchains comme Ethereum qui sont quand même extrêmement robustes. Donc, mais après on pourrait se demander de base, est-ce que c'est pertinent d'acheter un terrain virtuel autrement que pour faire de la spéculation? Je ne sais pas. Ouais, ben toi tu disais aussi dans une vidéo justement que tu trouvais qu'on manquait un peu d'imagination avec les métavers, et si tu pourrais développer un petit peu cette idée. Bah, enfin, c'est tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle la digital scarcity, donc la rareté artificielle. C'est qu'en gros, bah, de base sur Internet, l'information est copiable à l'infini, ce que je trouve très bien personnellement. Mais apparemment, bah, ça embête certaines personnes parce que il ne peut pas y avoir de rareté et donc pas de valeur. Enfin, pour comprendre ça, il faut se mettre un peu dans l'état d'esprit des gens qui sont un petit peu américains, libertariens, qui sont vraiment à fond dans ce qu'on appelle l'ordolibéralisme. C'est pour les gens qui regardent la chaîne YouTube Eureka. Enfin, en gros, c'est ce qu'on appelle l'école de Chicago en économie, donc qui vont beaucoup parler d'autostabilisation des marchés, de main invisible, d'offres et de demandes, tout ça, avec des modèles mathématiques bien propres. Et j'ai l'impression que quand on passe beaucoup de temps dans cette manière d'envisager l'économie, on a un petit peu de mal à en sortir, et du coup on en vient à se dire, si il y a un contexte où les choses ne marchent pas comme dans la théorie de l'efficience des marchés et de la valeur, bah, il faut qu'on recrée quelque chose qui y ressemble, et là enfin on pourra respirer et dire waouh, j'ai retrouvé mes repères, ça va. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé de faire ça? Bah, je ne suis pas sûr que... Mais, parce que là en gros l'idée des NFT dits artistiques, c'est de recréer en gros une sorte de marché de l'art virtuel qui au fond n'est pas plus absurde que le vrai marché de l'art quand on y pense, mis à part qu'on ne possède effectivement rien de concret qu'on pourrait afficher dans son salon. Mais comment dire, c'est un peu dommage parce que l'idée d'Internet, en tout cas de l'Internet des années 2000, là je vais faire mon vieux con, j'ai connu l'Internet des années 2000, mais aujourd'hui je suis très vieux, j'ai plus de 30 ans. L'Internet des années 2000, c'était quand même beaucoup plus anarchiste, dans le bon sens du terme, qu'aujourd'hui, donc il n'y avait pas vraiment de sites ultra centralisés comme Facebook et compagnie déjà. Il y avait plein de forums de discussion avec des gens qui se regroupaient autour de leur centre d'intérêt. Et il y avait vraiment un côté partage, création. À la limite, ça c'est un truc qui a quand même pas mal survécu grâce à Wikipédia, par exemple,
Wikipédia, c'est vraiment des communautés de gens qui vont prendre gratuitement de leur temps libre simplement pour alimenter une encyclopédie virtuelle et pour la corriger lorsqu'il y a des erreurs, et de façon vraiment très, très altruiste. Peut-être à la limite pour obtenir un petit peu de reconnaissance, mais pour le coup, ce serait vraiment de la reconnaissance qui serait amplement méritée, je pense. Et puis il y a aussi tous les gens qui bossent sur des projets comme Linux. Enfin, Linux, c'est assez incroyable quand on y pense. C'est l'un des projets anarchistes les plus aboutis au monde. En gros, ils ont réussi à créer un système concurrent de Windows, qui n'est pas forcément utilisé par tout le monde, mais comme c'est gratuit, Linux est extrêmement utilisé dans l'industrie, parce que du coup, il n'y a pas à payer de licence à Microsoft. Et du coup, ils ont créé un truc qui est capable de rivaliser avec une immense entreprise comme Microsoft au niveau industriel, et uniquement avec des espèces de bénévoles qui se structurent de manière anarchiste pour développer un projet open source. Et moi je trouve, je suis assez admiratif des gens qui sont dans ce genre de projet, et je trouve que ça devrait être encouragé. Ouais. Et là, pour le coup, avec les NFT, on prend la direction complètement inverse, quoi. C'est se dire, non, le partage infini de l'information, ça suffit. Il faut de la rareté, il faut que les choses soient rares pour qu'elles puissent avoir de la valeur, et qu'on puisse flexer en montrant ces NFT de singes ou je ne sais pas quoi. Mais je veux dire, c'est un état d'esprit, et que je pense qu'il faudrait mieux être dans l'état d'esprit des gens qui participent à Wikipédia ou à Linux que dans l'état d'esprit des gens qui font de la spéculation financière sur des NFT ou qui... Parce que dans les applications que mentionnait le youtubeur Asher, il a même dit qu'il était personnellement impliqué dans celle-là. C'était une start-up qui permettait de faire une espèce de métavers, qui serait en gros une sorte de musée virtuel dans lequel on peut exposer ces NFT, donc, a priori plutôt des NFT d'images, et moi je trouve ça c'est un peu nul, quoi, quand même. C'est de dire regardez, j'ai payé très cher pour ces images, elles sont à moi, elles m'appartiennent, regardez, je suis important grâce à ces images. Calme-toi, mec. Et puis c'est vraiment dommage, parce que à la limite, je ne suis pas contre le fait d'obtenir de la reconnaissance, ça peut être un moteur, mais c'est beaucoup mieux d'obtenir de la reconnaissance pour des contributions utiles à la société. Déjà comme Linux et Wikipédia, ou simplement comme il y a énormément d'artistes sur Internet qui vont créer des œuvres d'art virtuelles sur DeviantArt simplement pour la reconnaissance qu'ils en tirent, et je trouve ça très bien. Et à la limite, plutôt que de les payer en NFT, on peut leur donner directement, leur faire directement un petit virement bancaire. Je pense qu'ils seront beaucoup plus contents. Voilà. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Alors, j'avais récemment écouté un live Twitch, mais je serais incapable de retrouver la référence. C'est qu'en gros, il y avait une sociologue américaine qui avait analysé le milieu du jeu vidéo, donc le milieu des gamers. Oui, voilà, je crois que son livre s'appelle Fake Gamer Girl ou un truc du genre. En gros, ça faisait référence au fait que dans les milieux de gamers, il y a quand même encore beaucoup de machisme. On peut penser aux fameuses histoires du Gamergate, donc qui considèrent que c'est la chasse gardée des garçons, et que c'est pas pour les filles. Et donc il y a un certain bullying de filles qui veulent simplement partager leur passion des jeux vidéo comme eux, quoi. Et donc, le sociologue analysait que finalement, il y avait eu une espèce d'organisation qui s'était mise en place de tous les milieux, par exemple tout ce qui est convention de jeux vidéo, ça avait tendance à valoriser énormément le fait, par exemple, de collectionner des trucs davantage que le fait de créer des trucs. Et ce qui est intéressant économiquement quand on fait ça, c'est que si les gens veulent davantage collectionner des trucs que créer des trucs, et ça fait qu'il y a un énorme marché financier à se faire, et que du coup on peut vendre plein de cartes Pokémon ou je ne sais pas quoi, et du coup ça crée un nouveau marché. Alors que c'est tous ces gens là qui vont créer des jeux vidéo amateurs plus ou moins gratuits, ou qui vont faire des fanarts de Final Fantasy sur leur DeviantArt, c'est chiant, on peut pas faire d'économie avec ça. Donc du coup il faut et du coup apparemment ce livre analysait le fait que l'industrie du jeu vidéo avait encouragé justement un truc qui est connoté davantage masculin, donc le fait de collectionner, elle fait en sorte qu'au final le fait de collectionner des trucs dans le milieu du jeu vidéo soit d'une certaine manière vu comme plus cool que le fait de créer des trucs, alors que moi je pense qu'il serait un truc qui serait peut-être davantage fait par des filles comparativement.
Alors que moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus cool de créer, par exemple, je sais pas, des fan art ou des spin-off amateurs de jeux que simplement de collectionner un truc qui existe et qui en plus généralement n'est pas terrible, parce que bon, je sais pas, une carte Pokémon, c'est quoi? C'est juste un petit dessin fait en quelques heures et imprimé sur une carte. Bon, c'est pas extraordinaire, quoi. Et encore pire pour les NFT. Ouais, donc moi, je suis plus. Enfin, donc voilà, pour dire, il y a un petit peu deux mentalités ici, et moi j'encourage clairement beaucoup plus ces mentalités, tout ce qui est open source, tout ce qui est partage, création. Je sais pas, c'est par exemple, tu vois le jeu vidéo Undertale. Ouais. Ouais. Bah, ouais, c'est quand même assez incroyable, parce que c'est un type qui vivait dans un garage de ses parents ou quelque chose du genre, qui a fait un petit Kickstarter à même pas $5 000, enfin un truc ridicule, pour dire faire un petit jeu sympathique. Ouais, je pense qu'il aurait été très content s'il y avait juste eu quelques milliers de personnes qui y jouaient, et qu'il y ait eu un succès complètement démesuré. Et genre, il y a une vidéo très intéressante de la chaîne, comment il s'appelle, Super Eyepatch Wolf, sur le fandom Undertale, qui montre comment un jeu qui a un niveau technique vraiment ridicule, un niveau technique des années 90, qui doit pas peser très lourd sur le disque dur, et qui a créé des communautés entières de gens qui vont créer, alors, non seulement des variations du même jeu, des films, des histoires alternatives, des fanfictions, des personnages, même des remixes de musique extrêmement sophistiqués. Enfin, en gros, le fandom Undertale est genre 1 million de fois plus gros que le pauvre petit jeu Undertale à la base. Et ça c'est... Alors après, on peut aimer ou non c'est un peu particulier comme mentalité, mais on peut aimer ou non ce genre de fan art. Mais ça, c'est vraiment la mentalité que je trouve cool sur Internet. Enfin, c'est un petit peu Internet à son meilleur, donc c'est vraiment l'Internet de la créativité anarchiste qui part dans tous les sens, des gens qui veulent partager un maximum de trucs. Et je pense que c'est plutôt ça qu'on devrait continuer à encourager, plutôt que d'aller vers cette espèce de truc de track crypto-monnaie, blockchain, où il faut posséder rendre rare des trucs pour qu'ils aient de la valeur à cause de leur rareté, alors que de base c'est vraiment des trucs pas ouf, quoi. C'est juste des images. Bon, les images sur Internet, ça existe depuis qu'Internet existe. Bon, je vois pas trop où est la révolution, hein. C'est ce que maintenant tu peux dire qu'elles sont à toi. Bon, ok, super. Voilà, donc, Mais à quelque part, on pourrait dire, par exemple, que dans un métavers, il y aura de toute façon besoin de faire des échanges. Et pour faire ces échanges, il y aura besoin d'une monnaie. Et cette monnaie, à quelque part, autant qu'elle soit décentralisée. Après, comment dire, c'est juste des échanges monétaires. Des monnaies comme l'euro ou le dollar sont quand même suffisamment stables pour qu'on puisse avoir confiance. Enfin, parce que là, tout à l'heure, je donnais l'exemple de l'épée qu'on voulait transférer d'un jeu en réseau vers l'autre. Là, pour le coup, il n'y a pas d'équivalent de dollar ou d'euro pour ça, donc ça fait sens de vouloir créer une blockchain pour ce genre de truc. Par contre, pour la monnaie, bon, comment dire, les applications de Bitcoin aujourd'hui, c'est quoi? Alors déjà, c'est surtout de la spéculation. Les gens, ils achètent et revendent des Bitcoins pour se faire de l'argent. Il y a acheter des armes, acheter de la drogue, des organes humains. Enfin, en gros, c'est acheter des trucs illégaux qu'on ne pourrait pas acheter avec des dollars. Et je vois pas vraiment trop d'autres applications, parce qu'en plus, le principe même de Bitcoin fait qu'une transaction en Bitcoin, c'est extrêmement laborieux. En gros, déjà, faut attendre qu'il y ait un bloc qui soit confirmé toutes les 10 minutes, mais il faut encore attendre au moins 1 heure pour être sûr que notre bloc soit confirmé dans la bonne branche de la blockchain qui va être préservée par la suite. Donc c'est quand même, enfin en plus il y a des frais de transaction qui tendent à devenir de plus en plus élevés, donc voilà, faire rapidement Bitcoin. En gros, si on a le choix entre commander une pizza avec une carte bleue et en Bitcoin, a priori on va quand même le faire en carte bleue, parce que c'est vraiment pas pratique de le faire en Bitcoin. Bon, après il y a des gens qui commandent des pizzas en Bitcoin parce que c'est cool de faire des trucs en Bitcoin, parce que voilà. Mais c'est vraiment une monnaie qui est vraiment pas pratique, et qui aujourd'hui est utile entre guillemets, soit pour spéculer sur le cours du Bitcoin, soit pour acheter des trucs un petit peu illégaux, quoi. Donc bon, est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas. Moi, ce que j'avais entendu un peu avec justement ces histoires de Bitcoin, c'était que ça serait plutôt une sorte de
de monnaie, un petit peu comme l'or dans notre monde classique, on pourrait dire, en mode une valeur refuge, quoi. Bon, pour l'instant, ça ne l'est pas encore, mais que ça pourrait le devenir, que ça soit une monnaie assez stable, comme ça. Et puis que finalement, on utiliserait d'autres blockchains, d'autres crypto-monnaies pour des échanges plus classiques de la vie de tous les jours, qui demanderaient peut-être moins d'énergie et moins de puissance de calcul pour faire ces échanges, quoi. Ouais, moi il y a une histoire de blockchain principale, blockchain secondaire, alors je ne suis pas du tout compétent sur le sujet, mais qu'apparemment on peut plus ou moins résoudre les limitations de Bitcoin avec ça. Mais oui, pour ce côté valeur refuge, alors oui, d'une certaine manière, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a parmi les gens qui disent sur YouTube qu'il faut acheter des bitcoins, ces gens ont tendance un peu à penser que le système économique pourrait s'effondrer prochainement et que donc du coup, avoir des bitcoins, c'est un peu comme avoir de l'or. D'autant plus que oui, c'est une monnaie non inflationniste dans le sens où tous les bitcoins n'ont pas encore été minés, mais il y en aura au maximum 21 millions, donc du coup il y aura une quantité finie de bitcoins qui va même diminuer avec le temps parce qu'il y a toujours des gens qui perdent leur clé USB avec des bitcoins, donc il y aura de moins en moins de bitcoins avec le temps, ce sera de plus en plus rare. Donc ça, à la limite, on pourrait se dire, oui, effectivement, si moi je pensais que le système bancaire est sur le point de s'effondrer, ça pourrait être pertinent d'acheter des bitcoins ou de l'or ou je ne sais pas quoi. Mais je trouve vraiment que dans tous ces discours, ils sont un petit peu obsédés par l'inflation dans le sens où ils partent du principe que l'inflation c'est le mal absolu, quoi. C'est assez intéressant. Je sais pas si tu suis beaucoup la chaîne Eureka là. Ah ouais, je sais pas mal, ouais. Il parle pas mal de ces sujets. Il parle notamment beaucoup du sujet de la hélicoptère monnaie, donc le fameux fait de faire tourner la planche à billets pour créer de la monnaie artificiellement. Et c'est marrant parce qu'on peut parler à vraiment beaucoup de gens, je sais pas, mes parents qui ne connaissent pas du tout en économie, ou des gens dans la rue ou dans un bar, et je sais pas trop pourquoi, il va y avoir très rapidement ce réflexe de se dire ah oui, l'inflation, non, il faut pas imprimer des billets parce que ça va faire de l'inflation et ça va être la catastrophe. Alors qu'en fait, c'est clairement pas un point de vue qui est partagé par 90% des économistes, quoi. Bien sûr, il y a des économistes qui sont très anti-inflation, mais il y a quand même une bonne partie d'économistes qui considèrent que la planche à billets, ça peut tout à fait être un outil pertinent à utiliser pour stabiliser l'économie. Et donc je trouve que voir l'inflation comme un espèce de fléau absolu qu'il faudrait combattre par tous les moyens, quitte à faire des bitcoins qui font tourner des centrales au charbon au Kazakhstan, ça me semble un petit peu excessif, et j'inviterais quand même, si ces gens-là sont vraiment passent beaucoup de temps à parler d'économie, il faudrait peut-être qu'ils aillent voir ce que disent les économistes sur le sujet, ils auraient peut-être un point de vue un peu plus nuancé sur l'inflation. Voilà. Ils seraient peut-être un peu moins obsédés par le fait d'avoir une monnaie, une espèce de valeur refuge rare comme de l'or. Mais parce que toi tu te dis du coup que si on pense que le système monétaire va s'effondrer, etc. Mais du coup toi c'est pas ton avis personnel à toi, t'as l'impression que, qu'est-ce que tu penses du coup du système monétaire actuel à quelque part? Alors, je maîtrise pas assez le sujet pour avoir un avis éclairé, mais j'ai vraiment été surpris parce que en fait dans mes premiers mois du Covid, on voyait vraiment des trucs genre des taux de la bourse qui se cassaient la gueule de façon qu'on n'avait pas vu depuis les années 30. J'allais me dire, oh là, attends, c'est tous les pays qui vont se confiner d'un coup, mais ça va être parce qu'en fait en 2008, la crise de 2008, c'est parti d'un truc assez dérisoire, donc juste des Américains qui arrivaient plus trop à rembourser des espèces de crédits immobiliers un peu pourris. Et ça a dégénéré en crise mondiale, qui aurait pu très mal finir si on avait fait d'autres choix à certains moments. Et donc là, du coup, je me dis, alors, si simplement une espèce de petite bulle immobilière aux États-Unis, ça peut créer la crise de 2008, alors l'espèce de giga confinement mondial qu'on a vu en mars 2020, mais c'est bon, on est mort, quoi. Ça va être l'apocalypse zombie d'ici quelques mois. Et étrangement, en fait, on n'a même pas eu le niveau de crise de la crise de 2008. Donc ça m'amène surtout à me dire que l'économie est décidément très complexe et surprenante, et que je suis très, très ignorant en économie, mais l'économie a quand même survécu à 2 ans de Covid, quoi. C'est assez impressionnant. Alors peut-être qu'elle va s'effondrer d'ici la semaine prochaine, je sais pas, mais jusque-là, de façon qui continue à me surprendre, ça continue à tenir, quoi. Alors que
il y a eu des restrictions qui ont vraiment... Enfin, il y a plein de petits restaurants et de bars qui ont fait faillite ou des trucs comme ça. Enfin, alors, évidemment, je nie pas le fait que toutes les restrictions du Covid ont vraiment mis des gens dans la merde économiquement. Et ça c'est documenté. Il y a le fait que les ultramilliardaires se sont vraiment enrichis pendant cette période, alors qu'il y a plein de gens qui sont devenus plus pauvres. Il y a beaucoup de gens qui sont passés sous le seuil de pauvreté. Mais de façon surprenante, à côté de ça, l'économie semble tenir coup. Et, en fait, j'étais assez surpris, quoi. Au final, vers je sais pas, vers décembre-octobre 2021, on se baladait dans la rue. Ok, il y a pas mal de gens qui avaient encore un masque, mais à part ça, il n'y avait pas énormément de différence avec la fameuse vie d'avant. Bon, ok, fallait présenter son pass sanitaire dans certains endroits, mais globalement, il n'y avait pas vraiment de différence, et il y avait encore des restaurants ouverts, bizarrement. Enfin, comment dire, la plupart des commerces ne semblent pas avoir fait faillite, ou alors ils ont été repris, je ne sais pas. Les centres commerciaux tournent toujours à plein régime. Donc, je serais pas, au minimum, je ne serais pas aussi alarmiste que les gens qui pensent que l'économie va s'effondrer d'un instant à l'autre. Ouais, finalement, je trouve assez impressionnant la crise du Covid. Elle nous a montré un peu que notre système était probablement plus résilient que la majorité des gens pouvaient le penser. Et je sais pas, il y avait notamment beaucoup de collapsologues ou de gens s'intéressant à l'effondrement qui étaient là en mode le Covid, c'est le premier domino qui va entraîner tous les autres, etc. Et finalement, ouais, je trouve assez fou à quel point le système a finalement réussi quand même à bien tenir la route malgré tout ce qui s'est passé, quoi. Mais à côté de ça, ça m'étonnerait pas que, je sais pas, d'ici 5 ans, on ait une espèce de méga crise économique comme 2008 Empire, qui aura une cause complètement dérisoire à côté du Covid, genre, je sais pas, l'effondrement du cours du singe moche sur les NFT ou un truc du genre, et qui va effectivement faire un effet domino que personne n'aura anticipé, et c'est là que va partir la crise. Ouais. Ouais, c'est ça, finalement, c'est beaucoup plus imprédictible qu'on pouvait le penser, quoi. Puis c'est pas forcément des gros événements qui vont amener les grosses catastrophes, ça peut même être l'inverse, quoi. C'est les petits événements qui nous amènent aux catastrophes. Enfin, ça reste assez imprédictible, quoi. Du coup, l'économie est à la fois surprenamment robuste sur certains plans et surprenamment volatile sur d'autres plans, et mais même les experts ont vraiment énormément de mal à le prédire, donc bon, je sais pas trop ce que je pourrais dire sur le sujet. Du coup, au-delà de ces crises et tout ça économique, le fait que ça soit des acteurs privés comme des banques qui gèrent tout ça, et ça te pose pas spécialement problème, ou bien quand même oui? Alors, en fait, on peut tout à fait critiquer les banques. D'ailleurs, il y avait un reportage de la chaîne Arte récemment, qui est bloqué là où je suis, donc enfin j'ai pu écouter uniquement ce reportage en audio, donc je voyais pas l'image, mais il y avait plein de citations. Alors, apparemment c'était du fameux Nakamoto qui aurait créé le Bitcoin, dont on sait pas si c'est une personne ou un groupe de personnes, et je sais pas du coup si c'est vraiment lui qui a dit ça, ou si c'était un espèce de roleplay de ce qu'aurait pensé Nakamoto aujourd'hui, mais du coup, il y avait beaucoup de critiques sur le fait que ce qui est devenu Bitcoin et les crypto-monnaies aujourd'hui, c'était très à l'opposé de l'esprit initial, qui était vraiment un côté post-crise de 2008, de dire fuck you aux banques. Et, à la limite, ouais, je suis assez d'accord avec la motivation qui a inspiré initialement le Bitcoin. Je pense que dans l'état d'esprit initial, l'idée c'était pas de faire un truc qui serait devenu une espèce de valeur de spéculation pour acheter et revendre des bitcoins ou pour acheter des trucs illégaux. C'était plutôt un truc de l'état d'esprit hacker, quoi. Un peu hacker libriste. Mais malheureusement, si on regarde ce que c'est devenu aujourd'hui, je pense que l'esprit initial a été pas mal trahi. Donc au final, est-ce que le Bitcoin aujourd'hui c'est mieux que les banques? Oui et non. Mais est-ce qu'il n'y a pas des chances que un peu ce côté ultra spéculation pour se faire de l'argent, etc., ça disparaisse pas aussi un petit peu avec le temps, et puis que ça revienne un petit peu aux valeurs de base? Alors c'est une bonne question, parce que
Bah, après, l'or existe depuis longtemps, et puis il y a toujours de la spéculation sur le cours de l'or. Donc, si le Bitcoin cherche à être une espèce d'or numérique qui a une quantité finie, il risque d'y avoir au moins le même effet que pour l'or. Et ouais. Mais du coup, toi, tu vois à quelque part les crypto-monnaies et tout ça remplacer presque le système actuel ou bien pas du tout? Comme dans le dernier épisode de South Park, c'est un futur où tout le monde paye en Bitcoin. Ouais, c'est comment dire, comme j'ai dit, alors déjà aujourd'hui c'est un peu long de payer en Bitcoin, mais apparemment alors, je suis pas un expert, mais il y a des solutions qui permettent de faire des paiements en crypto-monnaie beaucoup plus rapides. Mais comment dire, je vois pas vraiment. Là, je vais fâcher plein de gens qui aiment bien la crypto, mais si on veut acheter un truc aujourd'hui sur Internet, pourquoi ne pas le faire avec sa carte bleue? À la limite, ça serait davantage une démarche identitaire qu'autre chose. Ça serait de se dire, moi, passer par une banque, non, je refuse. Moi, je suis décentralisé, donc je passe par telle crypto-monnaie. Mais au final, ce sera au pire, ce sera la même chose, quoi. Donc, Ouais. Et puis, justement, par exemple, tu disais que les NFT, finalement, c'était un peu comme le marché de l'art classique. Parce que c'est vrai que, imagine, par exemple, je sais pas, t'as une télé dans ton salon et puis tu décides d'afficher ton NFT image dessus. À quelque part, c'est un peu comme un tableau, quoi. C'est que t'as affiché l'œuvre originale de l'artiste et puis t'es content de l'afficher dans ton salon parce que t'as l'œuvre originale. Et finalement, ouais, ça change pas spécialement, ça change pas fondamentalement non plus l'idée qu'il y a un peu derrière le marché de l'art aujourd'hui, quoi. alors oui et non, parce que comment dire, à un moment je suis pas du tout favorable au marché de l'art qui. D'ailleurs, j'ai découvert des trucs assez dingues récemment. Que, par exemple, il y a dans les aéroports des espèces de hangars. Je sais pas si tu as vu le film Tenet, où il y a une espèce de. Ouais. À un moment, ils font une espèce d'opération où ils font s'écraser un avion dans un hangar, et c'est un hangar qui sert à. En fait, c'est un truc qui se fait apparemment, c'est ça sert juste à entreposer des œuvres d'art dans cette espèce de zone spéciale où il n'y a pas de taxes à payer ou quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, c'est des œuvres d'art qui vont jamais voir la lumière du jour. Elles vont juste être entreposées comme des lingots d'or pour spéculer plus tard sur leur valeur. Et c'est un peu déprimant. Mais ouais. À la limite, si j'avais quand même le choix entre une œuvre d'art et un NFT, l'œuvre d'art, à la limite, si j'ai un tableau qui a été vraiment peint par Vincent Van Gogh, le tableau a des propriétés que n'a pas une image en haute résolution du tableau quand même. Il y a le côté un petit peu 3D déjà, les fameux coups de pinceau. Tu peux dire que la matière du tableau, la croûte qu'il y a sur la toile a été manipulée par Vincent Van Gogh. Parce que récemment, j'ai fait une petite parenthèse un peu trash, et il y avait apparemment une autrice de BD qui a récemment fait imprimer sa BD pour la vendre, et elle a fait une vidéo TikTok où elle était assise sur sa pile de BD, et il y a des gens qui voulaient absolument acheter les quelques exemplaires sur lesquels elle s'était assise. C'est un peu creepy, et effectivement ils se sont vendus à $3,000 l'exemplaire. Donc de la même manière, le fait que Vincent Van Gogh ait vraiment touché de près ces gros mots de peinture-là, précisément, ça peut avoir une valeur que n'aurait pas simplement une photo du tableau. Mais clairement, c'est pas que ça le marché de l'art, et d'une certaine manière, les NFT, ça réduit le commerce de l'art à sa substantifique moelle la plus absurde, c'est-à-dire le fait de dire c'est à moi, alors que pour le coup, quand c'est une œuvre numérique, n'importe qui peut prendre une capture d'écran et afficher la même chose sur sa télé. Parce que si c'était juste le plaisir d'afficher un truc joli sur sa télé, enfin d'avoir un joli fond d'écran sur son ordinateur, capture d'écran et voilà. Donc là, la seule valeur ajoutée, c'est de se dire, ouais, d'accord, tout le monde peut afficher cette image, mais moi, c'est écrit dans la blockchain Ethereum que cette image est à moi. Voilà. Je pense qu'on pourrait facilement passer l'intégralité de sa vie sans verser dans ce genre de préoccupations un peu narcissiques. Bon.
Mais par exemple, dans un métavers ou comme ça, on pourrait aussi imaginer des gens qui achètent des NFT pour eux. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a une maison et qui veut décorer sa maison dans le métavers, tu vois. Est-ce qu'il pourrait pas, je sais pas, acheter des petits éléments, genre des plantes virtuelles ou j'en sais rien quoi en NFT, sans forcément les montrer ailleurs, mais simplement parce que lui il passe du temps dans son salon virtuel et du coup il aime bien avoir des trucs jolis dans son salon quoi. Bah ça, on peut faire la même remarque pour absolument n'importe quelle caractéristique de l'univers virtuel. Donc à partir du moment où il va tourner sur des serveurs, tout ce qui existe au-dessus va être quelque part sur des serveurs. Donc on pourrait se dire que ok, j'ai envie que la plupart de mes trucs vont être sur les serveurs du jeu, enfin j'ai dit le jeu ou de l'univers virtuel, mais certains trucs je veux qu'ils soient aussi sur une blockchain pour, je sais pas, pour être sûr, mais ouais, pourquoi. Mais si c'est des trucs pour décorer sa maison dans un seul métavers, je vois pas vraiment l'utilité de la blockchain, parce que l'application que j'avais mentionnée tout à l'heure, c'était un petit peu l'interopérabilité entre univers virtuels. Mais si on reste, on a une seule maison dans un seul univers, bah c'est comme acheter des goodies dans un jeu vidéo smartphone. Ouais. Ouais, finalement, à part justement ce côté décentralisé qui apporte peut-être de la confiance aux gens si les trucs coûtent cher ou bien aussi d'un point de vue idéologique plaît à beaucoup, il n'y a pas tellement d'intérêt quoi. Ouais, bah ouais, c'est ça, il y a un côté très identitaire sur tout ce qui est crypto. Il y a qu'à voir tous les comptes Twitter qui... bien sûr, il y a tous les comptes Twitter qui sont politiques, donc ils vont dire fier patriote, fier d'être français, d'autres ils vont dire anarcho-communiste. Et puis il y a aussi des gens qui, mon identité, c'est d'être un fan de crypto. Ils vont mettre leur identifiant Ethereum en pseudo, ils vont mettre des smileys Bitcoin dans leur description Twitter. Donc apparemment il y a des gens, il y a des gens, leur vie c'est de collectionner des figurines Pokémon et des cartes Pokémon, des trucs comme ça. Et ben il y a d'autres gens, leur vie c'est de vivre crypto, de penser crypto, de respirer crypto. Ouais. Alors ça je me fais carte un peu du sujet, mais j'avais fait plusieurs vidéos critiques du fait de rechercher une identité. Enfin, en tout cas, bien sûr il y a toutes les identités qui sont liées à des oppressions sociales du genre homophobie, ça c'est un peu différent, mais le fait de rechercher une identité indépendamment de ça, donc genre je suis un fan de Pokémon, je suis un fan de crypto, bah je me dis ça me semble pas vraiment pertinent. Alors bien sûr les gens sont libres de faire ça, mais au final est-ce qu'ils en ont vraiment besoin quoi. À la limite plus que de, il y a quand même un côté un peu narcissique dans tout ça, c'est de dire regardez-moi, j'ai tel ou tel lifestyle. Alors que plutôt que d'avoir un lifestyle, bah, tu pourrais, je sais pas, créer des trucs, développer des talents, je sais pas, lire des livres, faire une chaîne YouTube. Donc, ça pourrait, on pourrait dire que c'est une forme d'identité, mais à la limite, ce serait une forme d'identité que je trouve largement préférable parce que c'est un peu externalisé par rapport à soi-même, quoi, donc c'est un petit peu moins narcissique. Et puis surtout, ça s'est orienté vers les créations de contenus utiles et intéressants qui peuvent vraiment créer de la valeur, comme disent les Américains. Donc, à la limite, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait dans les fandoms de jeux vidéo, la mentalité collectionneur versus la mentalité créateur, soyez plutôt créateur que collectionneur. Quoi. Ouais, puis il y a aussi ce truc, j'ai l'impression que quand tu t'attaches à une identité, ou bien encore pire, que tu la mets du coup en avant sur les réseaux sociaux, et ben ça va aussi te forcer presque à défendre cette identité, même si tu te rends compte qu'il y a des trucs qui jouent pas. Genre justement quelqu'un qui va prôner la blockchain, etc. Est-ce que il aura vraiment, quand il y aura un débat, etc., il risque de défendre certaines choses qu'il n'aurait pas défendues de base, simplement parce qu'il a cette identité, plutôt que de reconnaître qu'il y a des bons aspects et puis qu'il y en a des moins bons en quelque part. Ouais, c'est pour cette raison que clairement j'exprime des opinions politiques qui ne sont pas neutres, enfin, je ne crois pas vraiment à la neutralité, mais pour autant j'essaie d'éviter de les mettre en bio Twitter ou en description YouTube, parce que si je faisais ça, ça ferait juste que si jamais je me rends compte que cette idée est pas si terrible que ça, j'aurais plus de mal à en changer, quoi. Ouais, finalement, on a le droit d'avoir... il n'y a pas tellement de problème à avoir des opinions, mais il faut pas s'attacher à ces opinions, puis pas
pour pas que la prochaine fois où tout d'un coup on a envie de changer d'opinion, ça nous casse notre propre ego à nous à quelque part, quoi. Ouais. Bah après cet effet existera toujours parce que par exemple si on défend des idées écologistes et qu'au bout d'un moment tous nos amis sont je sais pas, écologistes anti-nucléaires par exemple, et qu'on change d'avis sur ce sujet, bah socialement ça va être un peu compliqué forcément. Mais c'est pas forcément la peine d'en rajouter une couche en faisant une question d'identité et de lifestyle, quoi. Mm-hmm. Et puis justement, en parlant d'écologie, etc., on parle aussi beaucoup des cryptos, d'NFT et de métavers. Mais finalement, au-delà de l'utilité ou pas de ces trucs, il y a aussi un aspect quand même assez négatif, c'est l'impact négatif sur l'écologie de ces trois choses, quoi, les cryptos, les NFT et les métavers, qui demandent quand même pas mal de puissance de calcul. Est-ce que il commence à y avoir un peu des solutions justement pour baisser l'impact écologique de ces solutions, ou bien non? Ouais. En fait, j'ai des sentiments un peu ambivalents envers les bitcoins par exemple, parce que d'un côté je trouve l'application essentiellement négative, mais d'un autre côté je trouve le principe vraiment fascinant, quoi. Comment est-ce qu'on a réussi à résoudre ce problème de monnaie décentralisée ou qui résout le problème du double spending, c'est vraiment brillant, quoi. Mais malheureusement la solution qui a été trouvée a dégénéré dans cette espèce de surconsommation électrique aujourd'hui, parce qu'en gros, c'est vraiment très bizarre, parce que pour réussir à faire marcher ce bitcoin par exemple, en gros à un moment donné il faut qu'il y ait une transaction toutes les 10 minutes en moyenne pour pas que ce soit trop le chaos. Et du coup, tu pourrais dire, c'est facile de coder un truc où c'est juste toutes les 10 minutes. Mais en fait, non. Comme c'est vraiment totalement décentralisé et public, ce problème qui semble super simple à premier abord, il est extrêmement difficile à résoudre. Et la solution qui a été trouvée, c'est ce qu'on appelle la proof of work, c'est de dire, vous allez, en gros, il y a plein d'ordinateurs dans le monde qui vont se battre pour valider le prochain bloc de transaction. Un bloc de transaction, ça va être un ensemble de transactions en Bitcoin. Et pour le valider, vous allez vous battre pour devoir résoudre des espèces de puzzles cryptographiques, mais qui ne sont pas directement utiles au fonctionnement de la blockchain. C'est des puzzles qui sont simplement là pour créer du challenge et pour que ça nécessite vraiment de la puissance de calcul et donc du temps pour les résoudre. Et si jamais les ordinateurs deviennent plus puissants, Bitcoin va adapter ce qu'ils appellent le fameux hash rate. Je suis un peu gêné de parler de ça parce que j'ai récemment discuté avec, j'ai récemment discuté avec des gens qui se connaissent beaucoup plus que moi en crypto et qui pointaient du doigt le fait que je ne comprenais pas très bien certains aspects, même si je comprends quand même, peut-être c'est mieux que pas mal de gens qui achètent des bitcoins. Donc là je suis un petit peu gêné de me retrouver à expliquer ça alors que je suis clairement pas un spécialiste de crypto. Enfin, de la parenthèse. Mais là pour le coup, je ne pense pas avoir dit de trucs faux. A priori, c'est validé par les vrais experts en crypto. Donc je reprends. Et donc, du coup... Donc l'idée, c'est qu'il va y avoir cette espèce de compétition pour valider un bloc avec une espèce de récompense qui, pour l'instant, est sous la forme de ce qu'on appelle minage de Bitcoin, c'est-à-dire on va créer des nouveaux Bitcoins qu'on va donner à la personne qui aura... résolu le puzzle associé à un bloc de transaction. Mais quand on aura miné tous les blocs, il y aura simplement des frais de transaction, un petit peu comme les frais de transaction bancaires qui existent aujourd'hui. Dans tous les cas, il y aura une incitation économique. Mais ce qui est un peu absurde, c'est que, du coup, imaginons qu'on double la puissance informatique d'un claquement de doigts, et du coup, le Bitcoin va s'adapter pour rendre ces puzzles cryptographiques plus difficiles pour que ça prenne toujours 10 minutes entre chaque bloc en moyenne. Donc du coup, il y a une espèce de race to the bottom, enfin de course vers le fond du gouffre, où en gros, plus il y a de gens qui participent, qui se battent pour valider des blocs, en fait, plus il y a le fait d'ajouter des nouveaux compétiteurs n'améliore absolument rien à Bitcoin, à part le fait que ce sera encore plus robuste, mais à ce stade, ça change plus grand-chose. Et par contre, ça va juste consommer. Et récemment, on a vu, par exemple, il y a... En fait, la Chine a brutalement décidé d'interdire le minage de Bitcoin sur son territoire. Du coup, il y a eu une grosse migration dans d'autres pays, notamment le Kazakhstan.
Du coup, l'une des conséquences, ça a été que ça pompait tellement d'énergie, leurs fermes de Bitcoin géantes au charbon, d'ailleurs, qu'il y avait des grosses coupures électriques en plein hiver. Donc, l'hiver en Sibérie, c'est un peu chaud, quoi. Enfin, plutôt froid, sur le de nous. Et apparemment, ça a été une des causes importantes de la récente guerre civile au Kazakhstan. Voilà, donc, c'est pour dire que ça va loin, quand même, cette histoire, quoi. Ouais, ça a vraiment des impacts dans le monde réel quand même, quoi, qui sont assez importants. Mais du coup, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui sont pro-Bitcoin et qui disent que c'est bien que les États fassent des crackdowns, enfin, fassent des démantèlements surprises de fermes de Bitcoin. Parce que, alors, c'est très paradoxal, parce qu'en fait, cette fameuse récompense qu'on a quand on valide des blocs, qui est quand même nécessaire pour faire tourner le système, va créer cette espèce de surcompétition où on va brûler des ressources informatiques de façon absurde pour résoudre des espèces de puzzles arbitraires qui fondamentalement ne servent à rien. Mais du coup, on peut être pour une monnaie qui repose sur ce principe, tout en disant que c'est quand même bien que de temps en temps, les États se disent hop, la ferme de Bitcoin, on va envoyer la police et on va vous piquer tous vos ordinateurs et allez vous faire foutre. Parce que très paradoxalement, le fait de faire ça n'a aucun impact sur le bon fonctionnement du Bitcoin. Ça fait juste que il y aura moins de candidats pour valider le prochain bloc, mais le hash rate va rapidement s'adapter, donc ce sera pas un problème. Et donc, pour les alternatives, du coup, tout ce que j'ai décrit, c'est ce qu'on appelle la fameuse proof of work, donc c'est ça qui fait que des bitcoins consomment autant que l'Argentine ou des trucs comme ça, un truc complètement délirant, quoi. Par exemple, la blockchain Ethereum, qui est la plus grosse blockchain, notamment pour les NFT, il y a quand même une espèce de pression qui s'est mise sur eux pour dire quand même votre truc ça pollue vachement, c'est pas terrible. Et donc du coup ils ont un projet qui normalement devrait enfin se concrétiser en 2022, mais bon, ils avaient déjà promis ça il y a 5 ans, donc c'est pas trop sûr quand même, qui est de faire ce qu'ils appellent the merge, donc c'est en gros la migration vers une blockchain différente qui reposerait sur ce qu'ils appellent de la proof of stake. Alors là, je vais pas trop me lancer dans des explications techniques car je comprends moins bien que la proof of work, mais apparemment il y a déjà des petites blockchains qui marchent sur ce qu'on appelle de la proof of stake. Donc apparemment, là l'idée en gros c'est que pour que ça marche de façon décentralisée, il faut qu'on ait ce qu'on appelle de la skin in the game, enfin, qu'on mette sa peau en jeu dans le jeu. Donc là, la manière d'avoir sa peau dans le jeu, c'était de brûler des ressources informatiques de façon un peu absurde. Et ben là la manière d'avoir ça avec la proof of stake, la manière d'avoir sa peau dans le jeu, ce serait de posséder une certaine partie de la crypto-monnaie. Je sais si j'ai pas compris, ou quelque chose comme ça. Mais d'après certains puristes de Bitcoin, ça n'a pas toutes les propriétés de décentralisation extrême de Bitcoin, et d'une certaine manière, ce serait moins robuste. Mais cela dit, je pense que si la blockchain Ethereum bascule vers de la proof of stake, il y aura une grosse pression sur toutes les autres pour qu'elle bascule aussi, et que comment dire, voilà, il y a quand même un bon espoir que si jamais ils y arrivent, ce qui n'est pas garanti, toute cette économie de NFT va d'un coup basculer vers quelque chose qui consommera énormément moins d'énergie, enfin qui va quand même en consommer beaucoup, mais on va dire au moins 100 fois moins, et ce sera mieux. Mais ouais, à la limite, j'aurais envie de dire, si ils sont vraiment sûrs et certains que ça va se faire en 2022, je sais pas, engagez-vous à verser des millions à des associations si jamais ça se fait pas en 2022, parce que comme ça vous aurez justement de la skin in the game, parce que ça fait quand même un peu longtemps qu'on attend. Mmh. Donc finalement sur les bitcoins, les NFT et tout ça, on pourrait dire que aujourd'hui franchement c'est pas ouf. Dans le sens que les applications, elles sont principalement pour montrer de la consommation un peu ostentatoire, et qui sert pas à grand chose, des applications en gros qui auraient pu être faites sans ces blockchains, et qui en plus utilisent beaucoup d'énergie et ont un impact non négligeable sur le réchauffement climatique, mais que peut-être dans le futur du coup cet impact négatif sur l'énergie et le réchauffement climatique va baisser, et qu'on risque que c'est quand même assez probable qu'on découvre des applications qui soient peut-être plus utiles qu'aujourd'hui, et que finalement ça devienne quand même quelque chose de plutôt pas mal dans le futur.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que moi, je suis extrêmement favorable à la recherche en blockchain, qui d'ailleurs, en passant, il y en a beaucoup qui se fait au niveau des universités MIT et compagnie, donc c'est devenu un domaine de recherche en informatique à part entière, donc il y a beaucoup de recherches, d'une part, justement, pour faire des meilleures blockchains, et d'autre part, pour trouver des cas d'utilisation intéressants. Par exemple, j'avais vu récemment passer un papier, alors ça marche pas vraiment, mais l'idée c'était d'utiliser cette fameuse proof of work du Bitcoin pour faire des calculs qui pour le coup seraient utiles, par exemple des simulations en recherche médicale. Aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle BOINC, je sais pas comment ça se prononce, BOINC, qui permet en gros de prêter la puissance de calcul de son ordinateur pour de la recherche scientifique et notamment médicale sur certains types de cancers ou des choses comme ça. Donc en gros, on peut prêter sa puissance de calcul inutilisée pour la science, donc c'est bien. Et du coup, l'idée, ce serait, est-ce qu'on pourrait pas faire ça avec tous ces calculs inutiles de Proof of Work? Et alors, la réponse est oui et non. Il y aurait des trucs à faire, mais ce serait plus compliqué que prévu. Mais par exemple, ça peut être une piste de recherche intéressante. Et puis il y a aussi, donc il y aurait la recherche dans des use cases intéressants, donc des manières d'utiliser des NFT qui seraient vraiment pertinentes. Donc alors, c'est un peu comme la fusion nucléaire, j'encourage très clairement de la recherche dans cette direction, mais c'est pas parce qu'il y aura sans doute des applications pertinentes dans le futur qu'il faut se vautrer dans des applications pas ouf aujourd'hui. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment possible d'avoir justement ces applications cool dans le futur sans avoir ces applications nulles d'aujourd'hui? Parce que justement, encore une fois, avec la bulle internet, etc., c'est aussi un petit peu ce qui s'était passé. Est-ce que finalement on n'a pas besoin de tenter plein de choses et puis qu'à la fin, il y en ait la majorité qui explose pour qu'on garde vraiment les meilleurs? Est-ce qu'on pourrait vraiment avoir ces applications futures cool si on n'avait pas ces trucs nuls aujourd'hui, quoi? Oui, possible. Imaginons que les blockchains deviennent résolvent ce problème de proof of work et que du coup ce serait pour l'instant ce serait juste de la frime un peu nulle, mais ça consommerait pas trop d'énergie. Donc ce serait à la limite relativement inoffensif. Donc oui, à la limite ça me dérange pas qu'il y ait des gens des gens qui se qualifient de crypto enthousiastes qui continuent à faire leur truc dans leur communauté crypto et que peut-être qu'un jour il y aura des usages vraiment intéressants qui émergeront. Ouais, pourquoi pas. Et puis un truc qu'on n'a pas trop abordé aussi, c'est le Web 3.0. Qu'est-ce que ça signifie là-dedans? Et puis quel est le rapport un peu avec ce dont on vient de parler? Alors là, je suis en train de taper Web 3.0 pour regarder sur Wikipédia ce que c'est, histoire de pas avoir l'air trop con. Mais de ce que j'ai compris, c'était en gros les histoires de métaverse. Ah non, ouais, ok, d'accord. En fait, il y a plusieurs définitions de Web 3.0. Parce qu'en fait, sur Twitter, récemment, quand je vois des gens parler de Web 3.0, c'est en gros, c'est le métaverse plus NFT. Ouais, c'est les deux gros trucs. Mais le mot a déjà été utilisé pour parler du web sémantique, où là, ce serait pour le coup assez compliqué à expliquer. C'était en gros, un modèle permettant aux données d'être partagées et réutilisées entre plusieurs applications. En gros, l'idée, ce serait parce qu'en fait, le web s'est construit de manière un petit peu anarchique et dégueulasse au fil des années. Et si tout ce qu'il y avait sur Internet était structuré d'une manière un peu plus pertinente et organisée, il y aurait beaucoup plus d'interopérabilité, justement. Peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'avoir un compte sur Facebook et un compte sur Twitter, que ça pourrait être cross-platform. Bon, après, je vais pas lancer des explications parce que je vais un peu me ridiculiser, mais c'est vrai que ce web sémantique, on en parle depuis un moment et on n'y est toujours pas, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est un concept intéressant. Ok, ouais. Ouais, parce que c'est vrai que j'entends beaucoup de gens connus, moins connus, faire des vidéos et tout ça sur ce web 3.0, mais finalement assez peu de définition vraiment de ce que c'est. Donc je voyais pas trop la différence justement entre ce web 3.0 et un métavers comme Facebook l'annonce ou comme ça, quoi. Si tu parles de vidéos récentes, probablement ce que eux appellent Web 3.0, ça va être métavers plus NFT. Oui, effectivement, on peut considérer que si effectivement beaucoup de gens vont là-dedans, ça pourrait. De la même manière qu'il y a eu le Web 2.0 qui, je crois, c'était le fait que
y ait plein d'applications qui soient en dehors de ton ordinateur, donc t'installes plus des programmes, t'as directement des trucs sur Internet, je crois que c'était ça. D'une certaine manière, si ces usages de métavers et NFT se généralisent, effectivement, on pourrait appeler ça Web 3.0. Pourquoi pas. Mais du coup, ce Web 3.0, il a des chances de remplacer le Web 2.0 comme le Web 2.0 a remplacé le 1.0, ou bien le Web 2.0 et 3.0, justement, cohabiteraient plutôt ensemble, finalement. Mais après, il y a aucun remplacement concret. C'est pas une mise à jour de jeux vidéo, dans le sens où il y a des trucs de Web 2.0 qu'on classifierait dans Web 2.0 aujourd'hui, qui sont assez dominants, effectivement. Mais il y a toujours des vieux sites web, comme le site de Richard Stallman, qui veut pas aller sur les réseaux sociaux. Donc il y a toujours les mêmes protocoles Internet qu'au début d'Internet. Et on peut toujours avoir un blog, on peut toujours héberger un site sur un ordinateur qu'on a dans sa chambre. Donc oui, en pratique, ça va juste s'ajouter en parallèle. Ok, donc c'est vraiment des choses qui s'additionnent, quoi. Donc, parce que, par exemple, je sais pas, typiquement Mark Zuckerberg qui dit que c'est un peu l'avenir de Facebook, l'avenir des réseaux sociaux, etc. Il faut plutôt le voir, du coup, comme l'avenir, mais en plus, quoi. Pas l'avenir qui remplace. Ouais. Comme je disais, je pense pas que les gens vont arrêter de scroller sur Facebook sur leur smartphone. Parce que c'est quand même un coup de mettre un casque de réalité virtuelle et encore plus une combinaison Ready Player One. Donc, alors je sais pas comment Facebook voit ça, mais a priori ce serait plus un complément. Enfin, je pense que ce sera, si ça ne fait pas un bid, ce qui est quand même un scénario assez probable, ce sera juste un truc qui va s'additionner de la même manière que les conférences sur Zoom sont un truc qui existe à côté des réseaux sociaux. Ou bien, sinon, il y a aussi un autre truc dont on n'a pas beaucoup parlé, mais avec la réalité augmentée, où on vient du coup ajouter des sortes d'écrans à travers soit des lunettes, soit des lentilles comme ça, à la réalité, et qui du coup pourrait être un mélange entre les réseaux sociaux d'aujourd'hui et le métavers, quelque part. Ouais. Ça date pas d'aujourd'hui, parce qu'il y avait les Google Glass qui ont quand même quelques années, et puis ça n'a pas vraiment pris. Je ne sais pas si ça existe encore. Parce que là encore, il y a une idée, mais il n'y avait pas vraiment de cas d'utilisation super pertinent. Du coup, c'est un peu tombé en désuétude. Mais ça pourrait revenir à la mode dans quelques années. Mais c'est vraiment une question d'application. Il faut vraiment trouver une application qui serait vraiment utile. Par exemple, le smartphone, ça permettait d'avoir Internet partout avec soi quand on se déplace, ce qui pour le coup est une application très utile. Donc c'est pour ça que ça a pris autant. Et du coup, finalement, si tu devais prendre un point de vue plus global, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Est-ce que c'est des évolutions qui t'enthousiasment, ou bien au contraire qui te dépriment plutôt ? Ou bien, est-ce que ça te rend plutôt peureux pour l'avenir de l'humanité, ou bien au contraire c'est quelque chose que tu trouves plutôt cool finalement, tout ça ? Comment dire, je dirais globalement négative, mais quand même des points positifs, parce que déjà il y a énormément de problèmes aujourd'hui avec les réseaux sociaux, en gros tout ce qui a été souligné dans les Facebook Files, même si on ne voit pas forcément énormément en Europe, il y a dans plein de pays où Facebook est devenu un espèce d'outil de radicalisation politique, même en France, où il y a la gentille grand-mère qui faisait un goûter à ses petits-enfants, elle est devenue une radicalisée anti-vax qui pense qu'il y a un gouvernement mondial pédophile ou je sais pas quoi. Merci les réseaux sociaux. Et donc déjà, on a ce genre de problème. Et justement, pendant le début du Covid, avec le confinement, il y a plein de gens qui n'utilisaient pas Facebook plus que ça, qui du coup, comme ils étaient coincés chez eux, l'ont utilisé beaucoup plus. Et ils sont devenus certains beaucoup plus conspirationnistes, ils sont entrés un peu dans des mouvements, voire sont entrés dans des mouvements politiques bizarres. Simplement par le fait de passer plus de temps brutalement sur tous ces réseaux. Et on peut imaginer que si on ajoute des casques de réalité virtuelle, c'est que ça devient encore plus immersif, on va plonger encore plus profond dans ce qu'on appelle le rabbit hole, le trou du lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Et pour le coup, il y a
des trucs comme QAnon aujourd'hui, ça pourrait être de la rigolade par rapport à ce qu'on pourrait voir dans un futur proche. Mais cela dit, de base, la réalité virtuelle, c'est quelque chose que je trouve plutôt cool, on va dire. Mais je pense que, au final, la plupart des applications que je trouve cool, ça reste essentiellement du jeu vidéo. Donc, Plutôt du divertissement, quoi. bah, je veux dire, le but d'avoir la réalité virtuelle, c'est d'avoir une réalité qui soit mieux que la réalité réelle. Donc, toutes les applis. Alors, si c'est pour chevaucher un dragon, c'est sympa. Mais si c'est pour retourner dans ton espace de bureau dystopique, mais en réalité virtuelle, bon, pas terrible. Ouais, je vois l'idée. Bah écoute, merci beaucoup du coup pour ton temps, pour cette interview. Si les gens ils veulent en savoir plus sur toi, sur tes idées et tout ça, voir tes contenus, où est-ce que tu les redirigerais, vers quel endroit d'internet tu les redirigerais? Juste chaîne YouTube et compte Twitter. Le compte Twitter, YouTube, vous tapez Vlanx et puis les liens Twitter sont dans les descriptions des vidéos. Ok. De toute façon, je mettrai du coup le lien de ta chaîne YouTube et de ton compte Twitter aussi en description. Et aussi en description, vous retrouvez du coup tous les liens des plateformes sur lesquelles je suis présent. Et encore merci d'être venu passer un moment discuter avec moi. Et à très bientôt. Merci beaucoup pour l'interview. Merci d'avoir écouté le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.